Nous avons le plaisir de recevoir un jeune Martiniquais de 49 ans qui semble avoir eu plusieurs vies professionnelles au vu de la diversité et de la richesse de son parcours. Bonjour William. Bonjour. Vous êtes parti de la Martinique en 2009 lors de la crise sociétale importante qui a paralysé le pays pendant plusieurs mois. Pour autant, vous restez présent au niveau du territoire avec votre premier ouvrage vers les nouveaux mondes du travail. Accueillir le bouleversement d'aujourd'hui. Et vous présentez un nouvel ouvrage intitulé « Dialogue autour de mondes en évolution ». William, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Écoutez, rapidement, je dirais que je parle un petit peu de mon parcours, d'abord peut-être professionnel. Je suis assez multiple dans mes expériences, en quelque part, puisque j'ai commencé comme ingénieur agronome. Et ensuite, j'ai basculé sur le maritime. Je suis devenu armateur, ce qui m'a conduit à travailler en Martinique pour le développement local notamment, et du transport maritime. Et ensuite, j'ai eu une expérience localement toujours, en tant que dirigeant d'une entreprise de recyclage, de tri des déchets, qui m'a amené finalement à voguer sur différents domaines, l'être humain, la dimension du développement durable, enfin, et de l'écologie aussi, qui est important, je pense, aujourd'hui. Et tout ça a fait que je suis parti avec ce background, cette expérience qui a été très très enrichissante de professionnelle martiniquaise, puisque j'ai fait mes armes vraiment dans l'île en particulier. Et c'est fort de cette expérience que j'ai pu ensuite développer une activité, je dirais, sur la région de la métropole parisienne, orientée sur le conseil en entreprise et dans les démarches notamment de développement durable et aussi de changement, dans la conduite du changement, dans le cadre des transformations des entreprises. Et tout ça m'a amené en fait en quelque part à enseigner ces matières dans plusieurs grandes écoles, à partager mes réflexions plus largement avec un public qui va des Antilles à ceux de la France. Et je dirais sans prétention et très modestement que voilà, je dis maintenant et je partage vraiment ce que j'ai acquis au bout de 20 ans maintenant, y compris l'expérience nationale. Et l'expérience locale qui est toujours mon fil conducteur dans ce que je fais aujourd'hui, malgré le fait que je sois parti. Maintenant, j'ai une petite famille avec 3 enfants voilà, qui vont de 6 à 21 ans, faut pas que je me trompe, ça grandit vite. Et puis, je suis quelqu'un, je dirais, d'heureux aujourd'hui dans ce que je fais, dans ce que je suis, j'espère. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos parents, de votre jeunesse ? Alors ma jeunesse, elle s'est faite, je dirais, autour de 2 parents qui étaient dans l'éducation nationale et qui, l'un et l'autre, se sont investis à différents niveaux de l'enseignement, que ce soit l'enseignement à l'école maternelle pour ma mère et mon père qui était lui inspecteur de l'éducation nationale et conseiller pédagogique. Donc j'ai eu un environnement, j'ai envie de dire, qui s'est construit autour de beaucoup de la lecture. Mon père était fan de lecture, de livres, d'écriture. Je pense que j'ai dû hériter ça de lui. Et puis, mais par contre, une éducation qui nous a conduit en quelque part, à nous ouvrir. Voilà, je dirais nous ouvrir sur le monde. On n'a pas répété, je dis on parce que j'ai aussi des frères et sœurs, totalement le même schéma parental, ça de rentrer dans l'éducation nationale, notamment, entre autres. Et on s'est tous, frères et sœurs, ouverts à différentes expériences humaines, professionnelles, principalement dans le privé. Donc j'ai envie de dire que mon parcours, il est d'abord cette éducation que j'ai reçue, cette ouverture d'esprit, je pense que mes parents m'ont donné dès le départ, et puis cet amour de la Martinique aussi, de l'investissement sur le plan local. En quelque part, c'est ce que j'ai hérité, c'est cette envie de participer modestement au changement, de m'impliquer à différents niveaux dans ce que je fais. Et c'était un peu le modèle aussi de mes parents, en particulier mon père, qui était très impliqué dans la vie sociale, dans la vie sociétale. Donc voilà, on va dire que j'ai hérité de cette fibre. Et on s'est construit autour de ces 2 modèles, voilà, de référence pour moi. Et quel enfant étiez-vous ? Alors moi j'étais un enfant curieux, j'étais très taquin, curieux, aimant rire, rigoler, les blagues, enfin voilà, j'aimais bien tout ça. Et puis qui était toujours malgré tout un peu à contre-courant, c'est-à-dire que je faisais des choses volontairement un peu à contre-courant de ce que la norme voulait à une certaine époque. Et c'est vrai que j'ai toujours été finalement dans l'expérience
Voilà, même très jeune, en mouvant sur une diversité de personnes, de catégories sociales, d'expériences humaines, j'ai toujours eu ce contre-courant au sens de ne pas rentrer dans une case, forcément. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. Si je devais définir un peu c'est pas rentrer dans une case et puis rester toujours ouvert à tout type d'échange. Voilà. Vous pouvez nous citer un exemple marquant? L'exemple marquant, c'est qu'à une époque, j'étais, je ne dis pas que c'était une case, mais loin du lycée, parce que mes parents étaient quand même très stricts à l'époque sur la réussite scolaire, sur des choses comme ça. Et je me souviens d'une expérience de vie que j'ai eue au lycée, qui était celle de devenir danseur. J'avais envie de danser. Évidemment, danse de la rue, danse hip-hop, pas du tout dans le format que mon père voudrait à l'époque que je suive. Et j'ai passé plusieurs années comme ça à vivre, à Fort-de-France en particulier, avec des amis de l'époque. Une expérience formidable en fait avec des jeunes comme moi, mais qui venaient de tous horizons et qui étaient liés à la danse, en particulier à la danse des rues. Et pendant plusieurs années, j'ai dansé. Je dansais tout le temps. Voilà. Alors ça ne m'a pas empêché après d'avoir cette casquette de danseur et puis en même temps d'avoir une formation scientifique, de travailler, aller correctement à l'école, juste ce qu'il fallait. Mais voilà, donc c'est cette expérience qui a été marquante pour moi parce que j'ai vécu une Martinique créative, une Martinique de jeunes plein d'espérance, avec beaucoup de joie en fait. Voilà. Donc c'est une expérience marquante pour moi, oui. Voilà. Et d'où vous est venue l'idée de vous intéresser à ces nombreux domaines que sont le transport, le tourisme, l'environnement et le développement du potentiel humain? Alors ça m'est venu d'une première expérience que j'ai eue en tant qu'agronome. C'était à l'époque à Sicabam, enfin un ancien groupement de bananiers, et qui m'avait demandé de m'occuper un petit peu des petits planteurs. Alors ils étaient suivis évidemment à l'époque par sur l'aspect technique, mais ce premier poste avait pour objectif de participer à leur développement au sens plus large du terme. Technique, développement en tant que chef d'entreprise, en tant que pouvant réussir aussi des choses et pas seulement être petit, je mets entre guillemets, au sens de la taille, et donner à ces planteurs un élan je dirais, de confiance en eux, de capacité à réussir, a été pour moi ma mission principale. Pas seulement technique encore une fois, mais qui était vraiment culturelle. Enfin, je me suis connecté sur plein d'aspects de notre vie agricole et particulièrement sur la dimension culturelle de cette vie. Et ça a été vraiment des années qui m'ont construit sur le plan du développement de projet, plus que sur l'agronomie. Et du développement de projet et du management, en quelque part, finalement, j'étais tout jeune à l'époque. Je me retrouvais avec des planteurs de 50 ans, j'avais 20 ans, 23, 24 ans, 40, 50 ans, bien durs aussi sur le plan de leurs idées politiques, etc. Et pourtant, le contact est bien passé. Donc c'était une expérience riche, avec des anciens, riche voilà, en termes de diversité d'approche, riche humainement aussi. Et c'est ça qui m'a donné envie, je dirais, c'est ça qui m'a donné envie de m'impliquer dans la vie locale. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. On m'a appelé, on m'a demandé de prendre la tête d'une entreprise de transport maritime. Alors, rien à voir avec l'agronomie. Mais j'ai envie de dire heureusement que l'étiquette n'était pas là et qu'on a su voir en moi, comme j'espère au niveau de plusieurs jeunes en Martinique, un potentiel, des talents que je pouvais exercer à différents niveaux. Et je me suis retrouvé pendant plusieurs années armateur à diriger le transport maritime de passagers. À l'époque, c'était l'entreprise Somatour. Où là aussi, j'ai œuvré avec d'autres d'ailleurs à remettre au cœur du développement local le transport maritime. En quelque part, tous mes métiers que j'ai eus en Martinique m'ont amené à m'investir socialement. Je concevais mal de travailler uniquement dans la bulle de l'entreprise sans avoir une connexion avec le local. Et finalement, cette connexion, je l'ai eue en agronomie, je l'ai eue dans le transport maritime et je l'ai eue ensuite dans le traitement des déchets. Et là, c'est la fibre environnementale que je ne connaissais moins en Martinique, les problématiques environnementales, les problématiques d'écologie, ce qui m'a énormément sensibilisé sur les questions du développement durable. Donc c'est venu comme ça. Donc c'est pour ça que je dis que la Martinique a été pour moi un ancrage énorme de connaissances, de partage, de savoir qui m'ont amené jusque-là. Quels sont les atouts qui vous ont permis en fait d'arriver à ces objectifs-là, à ces réalisations qui d'emblée n'étaient pas non plus faciles? Oui, dans un contexte quand même de tension, même sociale, d'ailleurs, qu'on connaît peut-être
au XXIe siècle plus largement, mais je dirais pas facile parce qu'on était dans des contextes souvent de crise. J'ai souvent été appelé dans des contextes d'agitation où le challenge de la dimension sociale était important, et du dialogue social aussi d'ailleurs. Les atouts, je dirais, que j'ai pu développer à l'époque sont d'abord l'amour du pays. Je dis pays parce que je considère qu'on en est un quand même. L'amour de la Martinique, clairement. C'est-à-dire l'envie forte de faire quelque chose pour l'île, de contribuer à faire avancer les choses. Oui, c'était pas seulement une histoire de travailler, quoi, de m'impliquer vraiment au-delà de la dimension professionnelle dans la vie économique et du développement local. Et ça a été vraiment ce qui me faisait briller les yeux. Et tous les secteurs sur lesquels j'ai travaillé, la chance que j'ai eue était vraiment au cœur aussi de ce développement local, l'environnement, le maritime. Donc je dirais l'atout, c'est d'abord cette envie, et puis certainement une envie de curiosité, de toujours vivre des expériences nouvelles. Voilà. Et je pense qu'en Martinique, on est riche de choses nouvelles, de choses neuves. Et il faut pouvoir trouver ces chemins, je trouve, ce qui est moins évident par contre, quelquefois. Et vous avez des personnages inspirants ? Des personnages inspirants. Alors, je dirais de manière générale ou localement ou Général ou localement. Alors, oui, je dirais certains grands leaders de l'époque, je dirais, du post-60 des années du Black Power aux États-Unis. Martin Luther King, par exemple, en est un, parce que c'était des hommes qui avaient une vocation, si je parle de lui en particulier, pas seulement à créer des frictions ou des tensions, mais avec une volonté de pacifier les choses, d'avancer, d'œuvrer pour la communauté, en quelque part noire, c'est vrai, mais plus largement pour la paix, en fait. Donc Gandhi, pour moi, c'est aussi c'est des exemples, parce qu'on retrouve toujours cette dimension de la sagesse, que j'espère atteindre un jour, peut-être, pour peu qu'on l'atteigne, mais une dimension, j'ai envie de dire, d'implication, par la foi, par l'appartenance, pour d'autres, dans la communauté. Voilà, c'est deux exemples qui sont pour moi très, très forts. D'accord. On va en revenir à votre dernier ouvrage, Dialogue autour de monde en évolution. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, Dialogue autour de monde en évolution, c'est un livre qui a mis 4 années à être écrit. En fait, c'est un dialogue avec un très bon ami que j'ai connu en Martinique d'ailleurs, qui a fait... alors, rien ne nous amenait à l'époque à nous rencontrer. Je l'ai connu il y a 10 ans de ça, excusez-moi. Je l'ai connu il y a 20 ans de ça, peut-être plus. Et cette personne était à l'époque dans la marine, dans l'armée, on va dire, maritime. Et rien ne nous destinait à nous rencontrer. Des mondes différents, des parcours complètement différents. Et une amitié est née de ces deux hommes. Et c'est ça d'abord qu'on a voulu transcrire. Et cette amitié qui est née en Martinique, elle a été consolidée par le temps et bien après encore autour de dialogues. On parlait du monde. Et ces dialogues, on a décidé de les mettre en musique autour d'un ouvrage qui traduit en quelque part nos visions intergénérationnelles, parce qu'il a 2 fois mon âge presque, en façon de parler, hein, d'accord, évidemment une fois et demie peut-être mon âge, mais un dialogue intergénérationnel, un dialogue autour du monde et de ses mutations et transformations, un dialogue autour des crises, un dialogue certainement autour de la question de la capacité que nous avons à faire face aux enjeux qui nous attendent du XXIe siècle, un dialogue aussi sur l'être humain, sa place dans ces changements, la prise en considération de cet être humain dans la société, mais plus largement aussi dans l'entreprise. Et puis la dimension, j'ai envie de dire, des obstacles aussi que nous rencontrons aujourd'hui face à ces changements, qui pour moi sont inéluctables et conduiront, pour conclure, c'est un peu l'idée de l'ouvrage, à un changement, je vais employer un mot qu'on emploie souvent, de paradigme, enfin souvent façon de parler de paradigme, c'est-à-dire un changement de vision du monde. Je pense que le monde est en train non pas d'être en crise, mais il est vraiment en transformation. Ça veut dire qu'il est en train d'apparaître un nouveau monde, et qui dit nouveau monde dit nouveau regard, nouvelle vision, nouvelles habitudes, nouveaux comportements, rapport à nous et au monde différent. Vous voyez, ça veut dire que ça sous-entend que ce monde implique nécessairement que nous changions, et profondément.
Et toute la difficulté que nous percevons, notamment autour de cet ouvrage, c'est que le changement ne se décrète pas. Par contre, il peut être subi par un système, une population donnée, mais que nécessairement ce changement, ou ces changements au pluriel, parce que je pense qu'on va vivre une période riche en changements, avec des rythmes historiques de changement, on le vit au niveau politique, regardez ce qui se passe aujourd'hui, enfin, qui apporte de manière globale en géopolitique, on voit bien que ce monde est en train de bouillonner. On ne sait pas ce que ça va donner au final. Mais la vraie question, c'est comment on fait face à ce bouillonnement? Comment on va aborder, même en Martinique ou dans le monde, ces changements qui sont en train de frapper à nos portes? Et cette question m'intéresse en particulier, le comment on va y arriver. Voilà. Vous proposez en fait dans cet ouvrage des exemples d'accompagnement ou des solutions? Alors, on est plutôt d'abord sur un ouvrage qui pose un constat. Alors évidemment, qu'on a soumis à critique. Hein. L'idée, c'est aussi que le public, les lecteurs, lisent et donnent leur propre avis ou s'enrichissent. D'abord, un constat du monde d'aujourd'hui, plus ou moins partagé d'ailleurs, c'est d'où l'intérêt de l'intergénérationnel. Et ensuite, des voies possibles, à moins de solutions que de possibilités de faire face à ce changement. Les solutions, on ne peut pas les avoir en soi, parce qu'on ne sait pas ce qui sera demain. C'est celle que créeront les hommes à un moment donné. Par contre, la vraie question, c'est comment on peut aborder ces changements selon leur nature, selon leurs origines. On peut parler du numérique, par exemple, qui est en train de tout bouleverser, la digitalisation des entreprises notamment et du monde en général. On peut parler des changements en lien, je dirais, à la mondialisation et au monde connecté, pas seulement numériquement, mais économiquement. Et on peut parler aussi de toutes les crises politiques que nous vivons aujourd'hui, les crises de valeurs, les crises sociales, les crises sociétales, les crises religieuses. Vous voyez que le monde est un bouillonnement plein de crises. Et mieux les aborder, c'est un peu l'idée du livre, comment aborder éventuellement ces changements. Voilà. Donc vos ouvrages semblent quand même avoir une dimension politique. Alors je dirais... Qu'est-ce que vous dénoncez? Alors je dirais que la dimension est moins politique que sociale en quelque part. C'est-à-dire que c'est une dimension effectivement qui donne une vision, alors qui est moins dans l'idéologie, au sens de l'idée politique, qu'une contribution à une réflexion pour la société, modestement pour la société. Donc c'est un investissement d'abord sociétal, c'est-à-dire vraiment un investissement au bénéfice de la compréhension de ce qui se passe de manière générale. Évidemment, cette vision nous engage, ou m'engage d'une certaine manière, à une certaine manière de penser les choses, que ce soit politiquement certainement, que ce soit économiquement, mais l'ouvrage n'est pas connoté politique. Par contre, je dirais qu'on est moins dans la dénonciation que le fait de pointer du doigt un certain nombre de problématiques. Effectivement, on est dans l'idée, dans l'ouvrage, et en général quand j'écris, dans l'idée de dire tout haut peut-être ce que certains pensent tout bas, dans l'idée peut-être d'alerter. Alors, la notion d'alerte me semble importante aussi dans cette écriture. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Attention, on va peut-être au mur. On est peut-être en train d'aller au clash complet, que ce soit socialement, sociétalement, à tous les niveaux. Donc je dirais la dimension d'alerter, de sonner la sonnette d'alarme, c'est quelque chose qui est peut-être au cœur de cet ouvrage aussi, d'une certaine manière. Alors, pas pour être pessimiste, hein, mais pour être au contraire optimiste. Si tout change, tout est possible. Donc si tout est possible, on peut construire toutes sortes de futurs souhaitables. Et c'est un peu comme ça que j'inscris ma pensée, finalement. Donc finalement, vous donnez quand même des perspectives en fait. Complètement. Des perspectives. Oui, des perspectives d'évolution, des perspectives, certainement des tendances qui se dessinent. On va aussi aborder, j'aborde souvent dans ces ouvrages, ce qu'on appelle la prospective, c'est-à-dire l'analyse de signaux faibles, autrement dit des phénomènes qui sont en train d'apparaître dans la société, mais qui ne sont pas forcément visibles. Et qui, si on les amplifie, ces phénomènes, vont donner des hypothèses de changement. Des choses sont en train d'arriver. Donc, mon livre est un peu un livre qui projette vers un futur possible. Voilà. Et sans déflorer en fait l'ouvrage, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, justement, ces changements en fait sur lesquels vous avez pointé Bien sûr. Oui, les changements sont multiples. Alors, je parlais des changements au niveau social. On
on a un changement qui pointe le nez depuis quelques années, notamment avec les phénomènes des gilets jaunes, des indignés en Espagne. Un phénomène qui fait qu'aujourd'hui, la population commence à reprendre en main un certain pouvoir. On parle d'empowerment, de capacité en quelque part à se dissocier, je parle de la population, des institutions traditionnelles. On va dans la rue, non pas pour porter une étiquette politique, mais pour porter une espèce de voix du peuple. Et finalement, le premier phénomène qu'on voit, c'est l'émergence de nouveaux mouvements dans la société qui sont indépendants des institutions classiques, même syndicales, syndicats politiques et autres, et qui sont à côté du système et qui sont en train de plus en plus de peser, vous voyez, en termes d'influence, en termes de, je dirais, de pouvoir sur les élus. On l'a vu avec les Gilets jaunes, par exemple, on le verra, je pense, encore dans les années qui viennent. Là, c'est pas fini. Je pense qu'il y aura d'autres mouvements de ce type-là en Martinique ou ailleurs d'ailleurs, et qui peuvent échapper aux politiques, aux institutions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième problématique sur laquelle aujourd'hui on se penche, c'est celle du numérique, de la digitalisation. Alors, il y en a qui me disent, mais je ne vois pas arriver ce monde où tout le monde est régi par des robots, où on a le digital à tout va. Pourtant, chaque clic que nous faisons chaque jour sur nos portables, sur nos smartphones, je vois les gens cliquer tout le temps, chaque clic est en train de construire ce monde. On ne se rend pas compte qu'on est en train de plus en plus de rentrer dans un monde nous-mêmes digital. Le smartphone, c'est une extension limite de nos mains, pour moi. Alors demain, il est peut-être d'ailleurs sûr que le smartphone sera intégré comme une puce dans nos têtes, puisqu'on est, on est en plein dans ça finalement. On est en train la boîte disparaîtra, je pense. Donc digitalisation, ça implique quoi? De nouvelles manières d'avoir des rapports à soi, au travail, aux collègues, la distance, le télétravail, des postes qui vont changer, des fonctions qui vont être bouleversées, probablement des personnes qui vont être perdues par cette arrivée du digital, probablement. Donc le digital, c'est aussi un point important qui change pour moi toute la culture et le rapport à nous et la culture d'entreprise. On est vraiment dans un autre monde. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que le digital, c'est une affaire de technique. On met un ordinateur et puis c'est fini. Non, le digital, c'est une affaire d'habitude, de nouvelles manières de concevoir son rapport à soi, de travailler. C'est un changement profond. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le voit trop, le digital, comme un changement technique. On ne le pense pas comme un changement humain. Et c'est ça qui est aussi un point qu'on met en avant dans le livre. Après, évidemment, il y a les questions du développement durable. On a toutes ces questions en lien à l'écologie, aux crises sanitaires, aux crises environnementales, aux crises sociétales. Bon, tout ça se mélange. Effectivement, la question du monde et de sa durabilité, c'est-à-dire sa capacité à pouvoir, ce monde qu'on construit, hein, que ce soit localement en Martinique ou dans le monde en général, à pouvoir le rendre supportable, soutenable pour nos enfants demain. Et cette question de la soutenabilité est pour moi fondamentale. Elle pose vraiment la question du futur que nous voulons pour nous. Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants et aux générations qui viennent? Est-ce qu'on veut laisser un monde de chaos? Est-ce qu'on veut laisser un monde de crise environnementale avec la pollution et tout ce que ça comprend, et les maladies? Ou est-ce que nous voulons laisser un monde où on va véritablement prendre en compte toutes ces dimensions dans nos aptitudes, comportements éventuellement? Et je crois que nous pouvons changer ce monde. Ce n'est pas qu'une histoire de politique. Chacun d'entre nous, on a une capacité à pouvoir mettre une pierre pour la construction de ce nouveau monde qui est en train de poindre. Donc la question écologique est quand même au cœur de l'ouvrage, mine de rien, parce qu'elle relie, la question écologique, tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans le monde. Les migrations, les guerres, les tensions économiques et autres qu'on voit en Afrique notamment et dans le monde en général. Donc je pense que l'environnement va être un des enjeux majeurs de ce siècle. Voilà un petit peu l'idée, pour donner les grandes lignes. Donc les politiques, selon vous, sont dépassées? Alors, je ne dirais pas tant dépassé que... Alors, je n'ai pas envie de faire une généralisation, mais je pense qu'il y a comme un décalage. Je préfère parler de décalage dans la perception, effectivement, qu'ont certains politiques, je ne vais pas mettre tout le monde dans le bain, mais globalement, on sent un décalage entre l'élite politique et la population, les populations locales, qui s'expriment d'ailleurs par différentes manières de faire, par des manifestations de grève, sociales fortes, mais pas aussi des manifestations politiques auxquelles on ne s'attendait pas.
Et clairement, on sent aujourd'hui qu'il y a une vision politique qui a du mal à se faire accepter, ou inversement, une vision que les personnes ou la population veut amener aux politiques, et peut-être que le politique n'entend pas. Et à un moment donné, il va y avoir un décalage tel que j'ai peur, ou je crains qu'il y ait une crispation du système, que ça n'avance plus. Et c'est un peu ça, je dirais, aujourd'hui, le constat que je fais, en fait, et ce décalage a des conséquences, évidemment. Il a des conséquences sur le développement local, il a des conséquences sur la capacité à, quelquefois, à mener des politiques publiques, à se projeter sur les années qui viennent en prenant en compte tous ces changements, y compris les attentes des populations, qui ont changé aussi, qui sont plus celles d'il y a 20 ans, ni du siècle passé. Et je pense que le politique a un vrai challenge aujourd'hui pour moi, à mener, c'est probablement celle de se réinventer. Le mot réinvention est souvent un mot qu'on utilise en ce moment pour dire qu'il faut remettre à plat. Je pense que la politique doit se repenser complètement. Le rapport aux autres, l'idée politique, l'ambition politique, la stratégie politique. Il faut remettre à plat le système. Il faut poser les cartes et se dire qu'il faut reconstruire quelque chose d'autre. Certainement un autre modèle. Voilà un petit peu ce que j'aurais dit. Et justement, on va quand même en revenir à votre vision des choses. Vous avez en fait une idée quand même assez développée, donc de ce qui nous attend en fait dans les années à venir. Est-ce que justement, du fait de ces réflexions en fait et de vos expériences, en fait diverses expériences, est-ce que vous avez en fait eu des échanges compliqués en fait ou des expériences difficiles du fait de votre vision de la société, de l'humain, de certaines thématiques en fait qui nous régissent? Oui, certainement. On va dire que le décalage que je constate m'amène aussi à voir les choses, à poser un regard différent sur ce qui se joue, sur le plan des entreprises, sur le plan économique ou à différents niveaux. Et certainement que souvent j'aurais voulu que les choses aillent plus vite, premièrement. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment prendre le train en marche. Qu'importe le type de métier que j'ai exercé, il y avait cette idée de transformation tout le temps dans mes fonctions et dans ce que j'ai vécu. Et cette idée d'accompagner un changement, elle était permanente, que ce soit dans le maritime, que ce soit dans l'agronomie ou l'environnement. Donc, quelquefois, je trouve que c'est vrai, j'ai envie que les choses aillent peut-être un peu plus vite, parce qu'on est rattrapé de toute façon par l'environnement et le contexte dans lequel nous vivons. Il nous rattrape, qu'on le veuille ou non. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième chose, c'est aussi la dimension humaine. Alors, c'est vrai que dans mes expériences précédentes, en entreprise ou de manière globale, j'ai tenté du mieux que je pouvais de prendre en compte l'être humain comme étant un élément fondamental du développement, alors, qui peut être de l'entreprise et du développement au sens large du terme. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup bousculé dans mes expériences, c'est que cette dimension des hommes mis au centre de l'entreprise et des organisations manquait souvent. C'est-à-dire qu'on utilisait un peu les hommes comme des outils, des compétences, mais pas comme des personnes en capacité je trouve, dans pas mal d'entreprises, peut-être pas toutes, mais des personnes en capacité d'amener des idées, de contribuer au changement, d'avoir des personnes qui peuvent s'impliquer en quelque part dans la vie de l'entreprise, dans sa dimension politique, stratégique, pourquoi pas. Et je trouve que cette dimension d'implication manque. On est resté dans un dialogue social trop binaire. Les patrons, les syndicats. Aujourd'hui, non, il n'y a pas que les patrons, les syndicats. Il y a les patrons, les syndicats, les clients, les salariés, les consommateurs. Il y a tout ça autour de l'entreprise. Et je pense que ce qui manque, c'est il faut décloisonner le dialogue social. Et je trouvais souvent que le dialogue social était trop cloisonné, trop enfermé sur lui-même, sur l'entreprise, sur son système, sur quelques acteurs, et n'était pas peut-être assez représentatif, ce dialogue social, de ce que voulaient vraiment les salariés. Et peut-être si on les entendait différemment, ces salariés, je pense qu'on aurait pu passer des étapes plus facilement de changement. Si on force, j'ai peur qu'à un moment donné, l'entreprise craque, se casse. Parce que si la machine, je dis machine façon de parler, entre guillemets, humaine, l'intelligence humaine ne se met pas en mouvement, l'entreprise va voguer toute seule,
comme un bateau dans l'eau, en allant je ne sais trop où d'ailleurs, il va finir par disparaître. Je crois vraiment en cette capacité de résilience, de rebond des entreprises et des organisations par l'être humain en particulier, principalement ça. Je ne pense pas que c'est soit une histoire de stratégie, technique, d'argent. Aujourd'hui, on n'est plus sur ces dimensions-là. On est des dimensions de problématiques humaines au cœur du changement. Et justement, en fait, quand on parle de problématiques humaines, en fait, la mondialisation a entraîné beaucoup de biais. Justement, le trop-plein d'informations donne lieu à beaucoup d'émotionnel. Et faire la part de l'émotionnel avec le factuel, de ce qui est effectivement possible, c'est vraiment toute la question. Et le delta, il est quand même très, très fin. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est un des points qu'on met dans l'écriture des ouvrages que vous avez cités, que j'ai mis en avant. Effectivement, il y a cette dimension émotionnelle aujourd'hui dans la sphère politique, dans la sphère sociale. Et l'émotion, par nature, est un ressenti. Et c'est vrai que ce ressenti traduit quelque chose. Il peut traduire un problème, il peut traduire quelque chose de joyeux ou d'heureux. Mais ce ressenti n'est pas non plus la pensée, au sens je pense, je réfléchis, j'analyse. Et je trouve que souvent, l'angle émotionnel, s'il est utile, va brouiller les cartes, va empêcher quelquefois l'analyse, de prendre le temps de penser quelque chose. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate, alors en Martinique ou ailleurs, qu'effectivement, ou dans le monde plus largement aussi, qu'on est beaucoup maintenant dans le réactif. On réagit à chaud. On réagit, vous voyez. On n'est pas dans le fait de se poser pour réfléchir et poser un problème. Maintenant, les deux sont liés. Il n'y a pas de réflexion sans émotion. Donc l'émotion est un signal. Il faut entendre l'émotion d'une population, le ras-le-bol, les tensions qui peuvent venir d'émotions sociales sont émotionnelles aussi. Mais il faut pouvoir comprendre leur origine. Ce pourquoi les populations, certaines catégories peut-être, s'expriment par l'émotion. Alors qui peut être la haine, qui peut être la rage, extrêmement négatif, mais il n'y a pas de jugement à poser sur ça, mais par contre il y a tout à comprendre. Et je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui commence à bousculer beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus, ils ont perdu leur repère, ils ont perdu leur capacité à pouvoir même guider leur vie par rapport à tous ces changements. Des chefs d'entreprise qui eux-mêmes ne s'y retrouvent plus eux-mêmes dans leur rapport aux salariés, dans leur rapport à leur développement, ils sont perdus aussi, même chose. Et évidemment, toutes ces boussoles qui se dérèglent vont provoquer une réaction. Elle sera émotionnelle. Et je pense que plus on va aller, plus il y aura l'émotion présente dans les relations sociales. Maintenant, il faut pouvoir les dépasser et certainement les expliquer pour aborder ensuite un certain nombre de sujets, mais non pas par le filtre émotionnel. On peut être toujours enragé et être enragé pendant une vie. La question n'est pas d'être enragé que de se poser la question du pourquoi. Pourquoi je suis ainsi? Pourquoi je suis en colère? À qui j'en veux? Et de chercher éventuellement une réponse qui peut être politique, probablement, mais qui peut être aussi une réponse en soi-même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis ainsi? Pourquoi j'en veux, moi, à la société martiniquaise, pourquoi pas, ou dans le monde, à ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Nécessairement, il y a un questionnement de plus en plus individuel aujourd'hui, qui se pose dans les problématiques émotionnelles ou communes. Dans une société consommériste aussi, du tout de suite. Oui, la société va très vite. Et c'est vrai que, je disais, le smartphone, il suffit de cliquer pour avoir ce qu'on veut. On clique pour acheter, on clique, en 3 secondes, on a un livre, on n'a même pas besoin de se déplacer, qu'importe. Et c'est vrai que cette société va très vite, prend l'habitude du vite, du faire vite, aller vite, d'avoir tout de suite. Et on ne s'inscrit pas, je pense qu'on ne s'inscrit pas suffisamment sur un temps peut-être plus long. Et c'est très paradoxal, parce qu'on veut tout avoir vite, parce que tout va vite, mais on n'inscrit pas forcément ce qu'on veut dans un temps plus long. Je pense que maintenant, il faut revenir à un temps plus long, poser les problèmes, se projeter, non pas sur l'instant, mais sur les années qui viennent. Et on n'est pas du tout dans la même manière de penser les choses, mais la vitesse, le clic, le speed, le fast food, sont au cœur des problématiques sociales. On ne prend pas le temps de vivre, on ne prend pas le temps de se poser. Et est-ce que l'éducation, justement, doit jouer un rôle, selon vous?
Ah, l'éducation fondamentale, l'éducation à la fois, alors évidemment quand on pense à l'éducation, on pense à celle des parents, certainement les parents ont un rôle à jouer d'une certaine manière dans le cadre qu'ils peuvent transférer à leurs enfants, dans un modèle, certainement. Mais l'éducation, elle est plus large que ça, je pense qu'elle est, elle est à l'école déjà. Clairement, l'école pour moi sera un lieu central dans l'avenir, alors évidemment d'éducation pour donner des repères, mais ce sera un lieu aussi qui va amener, j'espère, les individus à se développer, à croire en eux. C'est ça l'idée. Et c'est pour moi au cœur du problème éducatif. C'est pas transmettre, on peut transmettre facilement, on lit un truc, on apprend par cœur. Et non, l'éducation, c'est vraiment mobiliser une énergie qui va produire quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Quand un enfant a cette capacité à produire par rapport à ce qu'il a appris, ben, il va pouvoir rebondir, se débrouiller, s'adapter au monde d'aujourd'hui plus largement. Donc c'est ça pour moi l'éducation, c'est pas seulement un savoir, c'est dépasser. Donc il y a un maillage en fait vraiment important à effectuer. Clairement, je pense qu'il y a un maillage important à effectuer entre le monde de l'éducation et nos jeunes et plus largement, j'ai envie de dire, pourquoi après tous les jeunes, on est en train de parler des jeunes, mais non, l'éducation pour tout au long de notre vie. Parce qu'aujourd'hui c'est fini, le temps où on apprenait très jeune et puis on a fini avec les études. Je pense qu'aujourd'hui, je ne parle pas forcément d'études, mais je pense qu'aujourd'hui on va devoir apprendre, utiliser l'éducation pour faire face à différents types d'enjeux, faire face aux robots, faire face à plein de choses qui bougent. Donc l'éducation, elle vaut pour les jeunes, mais elle vaut aussi pour nous en tant qu'adultes. Pas forcément en tant que diplôme évidemment, mais en tant que capacité de remettre à plat ce qu'on a appris, réapprendre quelque chose à nouveau, et nos vies vont être de plus en plus, j'ai envie de dire, soumis à des apprentissages. On va de plus en plus être amené à réapprendre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, selon certaines études aux États-Unis, les jeunes qui sont actuellement au lycée, quand ils vont être dans l'âge actif de travailler, on estime qu'ils vont occuper entre 5 et 8 à 10 fonctions différentes dans leur vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'un jeune, aujourd'hui, va devoir changer de fonction, mais pas seulement de fonction, de titre, de poste, de manière de faire. Je caricature à peine, mais je pense souvent à cette idée. Peut-être qu'on va demander à un cuisinier de devenir philosophe. Peut-être qu'on va demander à un philosophe de devenir mathématicien. Peut-être qu'on va demander à un employé, un ouvrier qui maîtrise son art, d'être créatif. Je dis n'importe quoi, oui, mais il y aura certainement une dimension plurielle de nos métiers. Donc on ne sera pas tranquille, j'ai envie de dire, façon de parler. Et nécessairement s'éduquer, l'éducation, l'apprentissage, va être certainement au cœur du développement de l'être humain demain. Ça c'est clair. Il faudra se préparer à ça. Et remettre aussi du sens. Et remettre du sens, évidemment, au cœur de tout ça. Donc on arrive à la fin de l'entretien. William, qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter pour la suite ? Alors, je dirais de trouver encore l'énergie et la force d'œuvrer au changement, de pouvoir contribuer à ma modeste place, évidemment, à changer les choses, à amener peut-être quelque chose de plus durable, à aider à progresser dans une certaine vision du monde. Enfin, voilà, ma contribution à la société, j'espère qu'elle sera toujours vive jusqu'à la fin de ma vie. C'est ce que je souhaite pour moi, en tout cas. Voilà. En tout cas, merci d'avoir partagé votre parcours et merci pour votre témoignage. Je vous remercie. Merci beaucoup.